Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Le face-à-face. Vous êtes bien sur Sud Radio en ce lundi 8 juin, il est 13h03. Nous allons parler, nous allons parler bureaucratie. Alors, la bureaucratie, comme son nom l'indique, c'est le pouvoir du bureau. Est-ce que la bureaucratie a viré ou pourrait virer à la bureaucrature, C'est une formule inventée par Frédéric Masquelier. La bureaucrature, c'est-à-dire la dictature de la bureaucratie. Et hélas, depuis de longues années, on sait son poids dans la vie administrative et politique de la France et de toutes les démocraties. On sait le rôle de la bureaucratie en général très efficace dans les grandes dictatures. Et on sait que tant Staline qu'Hitler ont pu maintenir leur régime parce qu'il y avait une bureaucratie solide. Et là, Frédéric Masquelier, qui a plusieurs casquettes, notamment celle d'élu, il est maire de Saint-Raphaël, il est avocat, donc il est à la fois juriste et élu. Il connaît bien le phénomène de la bureaucratie. Il a déjà écrit un premier livre, La bureaucrature. Et là, on en est au deuxième, Anatomie de la bureaucratie aux éditions du CERF. Et là, vous rajoutez la couche supplémentaire. Il y a le copain qui s'appelle l'IA qui arrive pour renforcer la bureaucratie. Est-ce que l'équation des deux, bureaucratie plus IA, va devenir quelque chose de cauchemardesque ? Pourquoi pas ? Je vous pose tout de suite la question, Frédéric Masquelier. Est-ce que dans la tragédie de la petite Liana à Fleurance, est-ce que le dysfonctionnement de l'État, ses aberrations, le parquet qui n'a pas fait de la gendarmerie, les signalements qui n'ont pas été faits, est-ce que c'est un phénomène de dérive bureaucratique ? On le verra bien à l'issue de l'enquête, mais effectivement, et les réactions illustrent des discours qui sont quand même bien connus. C'est à chaque type d'affaires, on a à peu près de multiples intervenants qui cherchent à échapper à toute forme de responsabilité en mettant en avant le système plutôt que l'individu, en indiquant que d'un côté qu'il y a beaucoup de travail, qu'on n'a pas les moyens, qu'il y a des règles à respecter parce qu'on est dans le cadre d'un état de droit, qu'on est surchargé. Donc tous ces discours, on les entend et finalement, il y a des enquêtes, mais ça risque de se solder, je dirais, par pas grand-chose, ou simplement quelques lampistes du bas qui risquent d'assumer la responsabilité d'un dysfonctionnement qui est un dysfonctionnement généralisé, parce qu'on voit quand même que l'institution judiciaire ne fonctionne pas bien. C'est quoi la formule consacrée ? On a respecté la procédure, le protocole, et on attendait l'instruction, on attendait de transmettre, on attendait les éléments qui nous permettaient de conclure. Ce sont toujours des termes un peu techniques, toujours notés du bon sens, mais toujours, le résultat est tragique. Je me rappelle quand j'étais étudiant, vous vous rappelez peut-être de la commission Outreau, bien sûr, qui avait été quand même très intéressante sur le sujet, puisque vous aviez eu 12 pauvres bougres qui s'étaient retrouvés incarcérés, et finalement l'audition parlementaire avait été très instructive de ce point de vue-là, où le procureur a fait son travail, le juge d'instruction me disait qu'il y en avait un deuxième, ensuite vous aviez la chambre d'instruction qui avait tout validé, donc qui était responsable, est-ce que c'était la chambre d'instruction ou est-ce que c'était le juge d'instruction en lui-même, et puis finalement, comme ça s'était fini par un acquittement, le système avait terminé par dire qu'il avait bien travaillé. Puisqu'il y avait une conclusion qui était favorable, mais vous aviez eu des dizaines et des dizaines d'années d'emprisonnement non justifié. Le terme machine à broyer peut s'utiliser quelquefois. Il y a eu quelquefois des gens qui ont été broyés par une bureaucratie sourde, aveugle, insensible, la machine, le rouleau compresseur qui avance. Oui, parce qu'on ne peut pas répondre, vous n'avez pas forcément des voies de recours, et puis le système fondamentalement ne veut pas se remettre en cause. Vous prenez le citoyen, vous oubliez, ou vous décalez votre déclaration d'impôt de quelques heures ou de quelques minutes, vous allez avoir une pénalité. Ah oui. Eh bien, vous prenez les institutions, très rarement vous avez la responsabilité personnelle des fonctionnaires qui est engagée. D'ailleurs, ce sont des chiffres qui ne sont pas publiés. C'est de savoir les noms. Et on n'a pas les noms. On n'a pas les noms, savoir combien il y a de révocations dans la fonction publique. Personne ne peut vraiment vous le dire. L'État n'est condamné dans bien des cas, et notamment sur la justice, qu'en cas de faute lourde, ou sinon c'est l'erreur manifeste d'appréciation qui est retenue par les juridictions administratives. Et donc on voit bien qu'il y a deux régimes de responsabilité. Il y a celle du système, et puis il y a celle qui pèse aussi sur chacun des citoyens. Frédéric Masquelier, vous dites la bureaucratie, elle change de forme, mais elle ne disparaît pas.
En fait, les procédures, les files d'attente, les formulaires papier qu'on a connus sont progressivement remplacés par une bureautique numérique. Il y a les plateformes en ligne, l'algorithme de décision, système de notation et de contrôle, automatisation des procédures administratives. Toute cette transformation fait qu'on n'a plus de contrôle de rien. L'interlocuteur, c'est pas une personne humaine, c'est une voix. C'est une touche qu'on appuie et si ça marche pas, tac, t'es pour pleurer, quoi. En fait, c'est ça. C'est à peu près ça. C'est ce qu'on nous vend aussi à travers la bureaucratie efficace, puisque traditionnellement on critiquait l'inefficacité, tout ce que vous avez décrit dans le fonctionnement. Le rond de cuir, vous vous souvenez, le rond de cuir, l'école blanc. Voilà, courte ligne. Et on est un peu dans cette imagerie. Celle que j'illustre d'ailleurs sur la première page de mon livre où on voit une multitude de bureaucrates qui remplissent des cases et des formulaires. Aujourd'hui, on est passé à autre chose. On est passé à une bureaucratie qui est efficace grâce à l'IA notamment qui est utilisée. Vous prenez l'exemple de l'administration fiscale, qui est une administration qui fonctionne remarquablement bien. Simplement, tout s'accélère. Mais néanmoins, les vices traditionnels de la bureaucratie demeurent. L'IA n'est qu'un outil formidable. Oui. C'est tout dépend ce qu'on en fait. Hein. Il n'y a pas de saut métier. Il n'y a pas de saut métier. Il y a que de saut de champ. Il n'y a pas de mauvais outils. Il y a que de mauvais ouvriers. C'est tout à fait ça. Ça accélère les procédures, mais néanmoins, vous avez des défauts nouveaux qui apparaissent. Enfin, des défauts qui peuvent aussi. C'est tellement complexe qu'on peut à chaque fois nuancer, bien entendu, mais c'est la traçabilité. Vous pouvez partir maintenant au fin fond de l'Himalaya, on va quand même pouvoir vous retrouver. Il y a des questions de souveraineté aussi qui se posent, parce que là on donne des données, mais à des États étrangers, enfin des plateformes du moins qui sont logées à l'étranger, et puis vous avez exactement les mêmes défauts. C'est-à-dire, ce que vous évoquiez, c'est que les décisions vont se prendre par on ne sait qui, mais quelqu'un qui est éloigné. Là, en l'occurrence, ce sera un algorithme. Voilà. Qui a conçu cet algorithme, on n'en sait rien. Est-ce que cet algorithme a des biais, c'est-à-dire des défauts, parce qu'il reste quand même conçu en partie aussi par des humains, et vous pouvez avoir un certain nombre de prismes déformants qui se retrouvent dans l'algorithme. C'est cloisonné, puisqu'il s'agit aussi d'une logique informatique aussi. Donc, à partir de ce moment-là, on raisonne en cloison comme dans les bureaux. Et puis, qui était responsable? Si vous devez aller faire un procès à Microsoft ou à Meta en Californie, je vous souhaite bien du courage. Cause toujours. Alors, Frédéric Masquelier, ce qui vous interpelle, ce qui vous inquiète le plus dans tous les points que vous soulevez, l'ouvrage est passionnant, Anatomie de la bureaucratie aux éditions du Cerf, c'est simplement expliqué. Alors, j'allais vous dire, on le savait déjà tout ça, mais vous mettez tout bout à bout et vous décryptez avec beaucoup de pédagogie ce phénomène bureaucratique à lire par tous nos dirigeants et gouvernants et parlementaires. Je pense qu'ils seraient contents. Vous, ce qui vous hante d'abord, c'est le risque de déshumanisation. Vous estimez que l'administration moderne tend à réduire les individus à des données, des scores, profil de risque, indicateurs statistiques, dossier numérique. Voilà, emballer c'est peser. Le citoyen n'est plus traité comme une personne singulière, mais qu'on a un ensemble de données à gérer. C'est vrai qu'on a l'impression, quelquefois, de n'être plus qu'un numéro, un chiffre, un nombre ou une référence informatique. Cassement, notation, tout ça c'est voulu d'ailleurs pour limiter le pouvoir des élus, et ça depuis le 19e siècle. On considère que... Vous allez jusque-là, vous considérez que cette machine n'est pas seulement la machine de l'État, elle est une machine de l'État qui n'aime pas la démocratie, en fait, qui n'aime pas les représentants du peuple. Non, qui veut des experts, qui considèrent que les élus sont instables, qui sont incompétents, qui sont pas capables de gérer eux-mêmes. C'est pas toujours faux, d'ailleurs. Oui, c'est pas toujours faux. L'État, donc, heureusement qu'on a un État qui fonctionne aussi. Je suis pas un anarchiste, mais néanmoins, ce système est conçu de cette manière-là. Donc, il faut des experts. Et aujourd'hui, on n'a plus besoin d'experts humains. On a des algorithmes. Alors, ça, c'est du point de vue de la conception, mais il faut aussi regarder les destinataires de l'ensemble de ces normes et de ces décisions. Il s'agit de nous. Et est-ce que l'humain a vocation d'être simplement gouverné par une machine? Je ne le pense pas. Là, c'est vrai qu'en tant que maire, je sors d'une campagne électorale. Ça permet de rencontrer des milliers de gens, et on s'aperçoit que les gens ne veulent pas seulement des décisions. Ils veulent pouvoir être entendus, ils veulent pouvoir être écoutés, ils veulent pouvoir s'exprimer. Et la décision n'est pas seulement issue d'un calcul algorithmique, mais la décision doit être aussi issue de toutes ces phases d'échange, d'écoute et de contradiction. Et c'est vrai qu'avec la bureaucratie algorithmique, cette phase disparaît tout simplement. Alors vous allez même jusqu'à parler de menaces pour la liberté publique. L'une des idées fortes de votre livre, c'est que la bureaucratie n'est pas seulement un problème d'efficacité administrative, elle devient un enjeu démocratique. Vous vous interrogez sur qui décide réellement,
ça vous l'avez dit. Lorsque les décisions sont prises par des procédures automatisées ou par des règles techniques difficilement contestables, le contrôle démocratique s'affaiblit, le pouvoir se déplace vers des systèmes personnels que peu de citoyens comprennent réellement. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? D'abord, ça existe. Vous prenez la Chine, c'est un excellent exemple. Puis ça fonctionne très bien. Voilà, il ne s'agit pas d'une dystopie ou d'une extrapolation ou de la science-fiction. Ça existe dans beaucoup d'États d'Asie, d'ailleurs Singapour. Vous prenez même des États du Moyen-Orient aussi. Ça fonctionne un petit peu comme ça. Et donc vous avez ce contrôle permanent, ce contrôle social qui existe en fonction de normes. Et quand ça tombe évidemment dans de mauvaises mains, parce que tout ceci peut être aggravé aussi lorsque vous avez des pouvoirs autoritaires, dictatoriaux. Donc tout ceci peut s'amplifier et la question c'est celle de la liberté. Donc aujourd'hui, bien entendu qu'il y a de l'IA, bien entendu que les algorithmes vont se développer notamment dans le cadre de l'administration et de l'État, mais la réflexion qu'il faut avoir, et peu de gens l'ont quand même, c'est quelles sont les limites que l'on met, où on met ces limites, et est-ce que c'est encore possible de mettre des limites? Pour ma part, les limites, c'est tout d'abord tout ce qui relève du discernement humain, et puis ça rejoint le premier sujet, c'est celui de la responsabilité. Dans la mesure où il ne s'agit pas de renvoyer à des algorithmes la responsabilité d'une mauvaise décision. Donc il faut un contrôle humain, il faut une validation humaine, et il faut être particulièrement vigilant sur ce point. D'autant qu'il faut du bureau, il faut de l'administration en bureau, ça c'est clair. C'est le rôle qu'elle s'octroie au bout d'un moment, dans la mesure où elle dépossède certaines institutions. Surtout que tout le monde demande des bureaux. Je reçois Frédéric Masquelier, auteur de Anatomie de la bureaucratie aux éditions du CERF, un ouvrage passionnant qui nous décrypte les travers. Il ne jette pas l'anathème sur le fait qu'il y ait de la fonction publique. Si vous travaillez dans la fonction publique, vous qui nous écoutez, ou si vous avez été victime de ce que vous êtes, un abus de pouvoir bureaucratique, si vous êtes confronté à cette réalité, il n'y a plus que des touches, il n'y a plus que des voix, il n'y a plus de relations humaines, on peut plus gérer, et quand on est quelquefois pas spécialisé dans l'informatique, là aussi on a le problème. Si vous vous sentez, justement, contrarié ou inquiet par cette mainmise de la bureaucratie sur notre vie quotidienne, appelez-nous. Frédéric Masquelier répondra à vos appels, discutera avec vous, mais vous pouvez trouver aussi très bien qu'il y ait des bureaucrates par rapport aux hommes politiques incompétents. Il y a aussi cette version des faits. Ici, c'est le Parlons Vrai, vous pouvez tout dire. On attend votre appel au 0826 300 300. Emmanuel Galasso attend vos appels et Frédéric Masquelier y répondra avec la ferveur et la franchise qu'on lui connaît. À tout de suite sur Sud Radio. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Sur Sud Radio, il est presque 13h20, je reçois Frédéric Masquelier, maire de Saint-Raphaël, avocat de formation, qui a disserté sur le phénomène bureaucratique dans un ouvrage qui s'appelle Anatomie de la bureaucratie. Et précédemment, c'était la bureaucrature. Donc vous êtes un spécialiste de la mainmise du bureau sur la République. Voilà. Alors, il faut des bureaux pour que la République fonctionne, mais à un moment donné, c'est plus la République, c'est la bureaucratique, presque. Si vous pourrez l'appeler, voilà, et l'ouvrage est aux éditions du CERF. Frédéric Masquelier, on le disait au début de cette émission, la bureaucratie, on en connaît les méfaits, on en connaît les travers, si elle n'est pas jugulée. J'allais dire, le suffrage universel, les représentants, les élus doivent être ceux qui décident. Le bureau exécute, l'administration exécute. On a vu avec la tragédie de Florence, la mort de la petite Liana, que lorsque la bureaucratie va un peu trop loin, ça peut devenir absolument catastrophique, qu'il n'y a pas toujours les garde-fous, il n'y a pas toujours la volonté politique, sauf un ministre qui s'énerve, qui tape du poing sur la table, c'est un échec. Mais ce qui est extraordinaire en France, Frédéric Masquelier, c'est la pertinence avec laquelle on décrypte les raisons pour lesquelles ça s'est produit. Ah, mais on ne pouvait pas le savoir avant. Non! Il fallait qu'il y ait l'accident au passage à niveau sur la voie ferrée pour qu'on mette le passage à niveau. Et là, vous ajoutez un élément nouveau qui va compliquer la donne, l'intelligence artificielle. Accélérateur de la catastrophe ou au contraire le moyen peut-être d'améliorer les performances de l'administration? Si on n'y réfléchit pas, accélérateur, ça c'est quelque chose qui est tout à fait certain. D'autant plus si elle se met à être dopée au principe de précaution, parce que c'est un des pas mal non plus, ça. C'est un des sujets. Oui. Ce principe de précaution qui amène à ce qu'on fasse et qu'on mette en place de plus en plus de normes. On a quand même le pays aux 400 000 normes, 50 millions de mots. Oui. Je me rappelle quand j'ai commencé mes études de droit, il y avait
une dizaine de codes. Je crois qu'on est à près de 70. Je reçois souvent un spécialiste qui s'appelle Monsieur Yoc Duval, qui nous raconte les strates de normes, les millefeuilles de normes les unes sur les autres, et à la fin tout est grippé, rien ne fonctionne. Ça s'arrête pas, parce que derrière chaque norme, vous avez des intérêts, et puis vous avez une volonté effectivement de se protéger. Il y a un problème, donc il faut un texte, comme si c'était le texte qui protégeait. Vous avez des textes qui ne sont absolument pas appliqués. J'ai vu encore que récemment aussi, on allait abroger le code noir, comme si quelqu'un allait encore demander l'application du code noir en France. C'est comme le charbon des conducteurs de TGV, c'est ça, voilà. Donc voilà, ça montre à peu près la manière dont on légifère aussi aujourd'hui, avec un Parlement qui est impuissant, et c'est révélateur aussi de l'impuissance qui a lui-même une bureaucratie. Les députés vous disent, et les sénateurs, notre bureaucratie parlementaire est elle-même très lourde. Ils peuvent rien faire. Une fois, ils regardent, c'est l'Europe, et puis une autre fois, c'est le gouvernement, puis après, c'est Bercy. Ensuite, on peut pas parce qu'il y a le Conseil constitutionnel, puis on peut pas parce que ça doit passer d'abord devant le Conseil d'État, et donc vous regardez parfois des textes ambitieux, mais il en reste plus grand-chose. Après, vous avez des mois pour sortir les décrets d'application, et ensuite vous aurez les circulaires d'application, et c'est là que le bas va aussi reprendre son emprise dans le cadre de l'exécution donc de ces mêmes textes, et vous apercevez que parfois des textes avec de très bonnes intentions, sont totalement détricotés, deviennent inefficaces et deviennent eux-mêmes aussi facteurs de complexité lorsqu'ils doivent être appliqués par le bas. Je n'oublierai jamais ce ministre des Finances de la République française récent qui me disait qu'il avait tapé une note de fonctionnement de service donc à Bercy. Il part déjeuner, la note n'est pas terminée, il part déjeuner, il rentre après le déjeuner pour la finir, et là il a un chef de service au placé qui dit: Monsieur le ministre, votre note ça va pas être possible, ça va pas être faisable. Elle n'avait pas été encore transmise. C'est extraordinaire quand même. Le nom et le principe. Et quand il a insisté, on lui a dit: Monsieur le ministre, vous êtes là pour 1 an, 2 ans. De toute manière, on remettra le protocole en place quand vous serez parti, donc vous fatiguez pas à essayer de le déplacer. Il était scotché. Ça m'étonne pas. Vous avez le nom qui est souvent le principe, parce que c'est la meilleure façon de ne pas engager sa responsabilité. C'est d'être aussi dans l'immobilité. On ne remet pas. Combien de fois j'ai pu l'entendre aussi en mairie. On a toujours fait comme ça. On ne remet pas en cause aussi les situations qui existent, qui perdurent. L'innovation n'est pas encouragée. C'est en cela que les agents aussi, parce que ce n'est pas du tout un pamphlet contre les fonctionnaires, ce livre, pas du tout. Au contraire. Donc les agents sont aussi en souffrance parce qu'ils ont une perte de sens. Lorsque vous travaillez mais que vos projets n'aboutissent pas parce qu'ils sont bloqués par d'autres administrations, c'est pas très valorisant quand même à la fin de l'année quand vous vous dites qu'est-ce que j'ai pu faire. Finalement pas grand-chose dans la mesure où tout a été bloqué. Donc débureaucratiser, c'est également redonner du sens pour ceux qui y travaillent. Vous vous rendez compte que vous écrivez ce livre Anatomie de la bureaucratie 50 ans après le livre d'Alain Peyrefitte, Le mal français. Tout était déjà dit, et votre document certifie la démultiplication des effets. Certains ont été aggravés. Il y a peut-être eu quelques solutions, parce que quand ça en gêne la classe politique, quelquefois elle nettoie aussi, quand ça empêche de tourner en rond. Mais là, le mal français, c'est carrément là, c'est une tragédie française. Là, parce que ça s'est emballé, parce que vous avez... Il y a plein de moyens et on perd du temps, de l'argent, des initiatives parce qu'il y a un appareil bureaucratique qui veut pas que ça se fasse. Puis les normes de l'Union européenne aussi qu'on applique. Venir après, mais allez-y. Alors qu'on applique là sans discernement, dans la mesure où ça, c'est les parlementaires qui vous le disent, qui voient arriver des montagnes de textes que personne ne discute et que on va transposer, mais on va les transposer en les durcissant. C'est-à-dire en rajoutant des normes qui ne sont même pas prévues dans les textes initiaux comme pour les directives. Donc on est dans une espèce de machine infernale où on ne sait plus qui est le capitaine, qui peut en réalité modifier. Comment modifier c'est pour ça que une des seules solutions, c'est à mon sens modifier les règles du jeu, parce qu'avec les mêmes règles du jeu, quel que soit le sens des majorités, on aboutira toujours à la même chose. Et encore, Frédéric Masquelier, vous allez peut-être me dire attention, ça commence à venir. On n'a pas, comme dans d'autres même démocraties occidentales, la corruption.
qui existent dans d'autres pays. Quels sont les pays industrialisés, développés dans le monde occidental? Je cite celui-là, mais ça peut être aussi dans l'hémisphère sud, l'hémisphère nord. Est-ce qu'il y a aujourd'hui de grandes démocraties modernes où la bureaucratie fonctionne à peu près bien? Les États-Unis, on dit toujours, le président remplace à chaque élection. Est-ce que ça permet d'assouplir un peu le méfait bureaucratique? J'aurais pas cité les États-Unis parce que c'est un pays quand même très bureaucratisé, avec la bureaucratie privée. Terriblement bureaucratisé. Avec les avocats, c'est terrible, la présence des avocats et les normes privées et les banques et les assurances. Donc ça aboutit aussi à la bureaucratisation d'une société. La judicialisation de la vie économique. Donc c'est un sujet. Alors vous avez un exemple, c'est Singapour, qui est assez intéressant parce que bon, alors démocratie libérale, bon, on peut évidemment débattre sur le sujet. Si on avait l'ordre de Singapour en France aujourd'hui, ça serait pas tout à fait comme ça, les choses. Mais il faut savoir pourquoi ça marche. Et c'est ça le cœur du débat. Ça marche parce que vous avez un ensemble de normes qui sont imposées. Et ça marche aussi, et c'est théorisé par le président fondateur de Singapour, parce que l'État rentre dans la vie privée. Ce sont des Chinois, donc il y a une culture chinoise. On l'accepte. C'est-à-dire que l'ordre social prime finalement sur l'individu. Et l'État vous dit, on peut rentrer dans vos vies privées, on peut prendre les données privées, dans la mesure où c'est en rentrant dans les vies privées qu'on va pouvoir être efficace sur le plan collectif. Et donc, c'est également le cœur du débat que nous allons avoir aussi dans les prochaines années, puisqu'on voit bien qu'on réclame un État qui soit de plus en plus efficace. Et là, vous avez les conditions de l'efficacité, notamment en termes de sécurité. Et donc, c'est ça qui doit être mis dans le débat public, au-delà des grands discours. C'est, vous avez un exemple, est-ce qu'on y va ou on n'y va pas? Aujourd'hui en France, on a au sommet de la classe politique, alors le discours contre la bureaucratie, on l'entend quasiment de tous les parlementaires, tout le monde a à un moment donné une raison de se plaindre. Est-ce qu'il y a des gens qui la défendent en disant il faut la repenser, mais avec un vrai projet de planification, moi à ma connaissance, j'ai pas entendu dans les discours électoraux en disant, alors on s'en plaint tous les jours un petit peu, mais quelqu'un qui dit on va repenser la bureaucratie française, c'est quelque chose qui est envisageable ou non? Vous avez le David Lisnard, dont je suis assez proche, qui vous dit que le système doit être totalement... C'est vrai qu'il est un de ceux qui remet le système en cause. Et le premier, peut-être, qu'il a posé aussi de manière aussi clairement, en disant si on ne modifie pas les choses, si on ne supprime pas le principe de précaution, on n'avancera pas. Et puis vous avez de l'autre côté aussi, si on prend les écologistes, des gens qui veulent renforcer encore la bureaucratie. Bien sûr. Vous avez évoqué... Plus de contrôle. Évidemment. Voilà. C'est parce que, et ça on l'a vu notamment avec le communisme, où dans un premier temps, vous avez eu ce renforcement de la bureaucratie. Pourquoi vous avez un renforcement de la bureaucratie? Parce que vous avez moins de liberté. Et avec les nouvelles technologies, maintenant, vous allez avoir disparition des espèces, contrôle entier des flux financiers, des déplacements, contrôle de vos comptes. On peut imaginer que si vous avez à un moment donné un événement aussi impactant que ce qu'on a connu avec le Covid lié au réchauffement climatique ou une catastrophe écologique, le pouvoir mis dans de mauvaises mains va aboutir quasiment à une restriction presque totale des libertés telles que je viens de les évoquer, parce que ça marche toujours de cette manière-là. Lorsque vous réduisez la liberté, vous êtes obligé d'accroître l'État policier. Je reçois Frédéric Masquelier, maire de Saint-Raphaël, avocat, auteur de Anatomie de la bureaucratie aux éditions du Cerf, voilà, qui nous décrypte avec beaucoup de précision et de pertinence les méfaits de notre système bureaucratique. Il est 13h30, vous avez la parole. Vous qui nous écoutez, je disais, vous avez certainement un témoignage à nous apporter, vous avez été confronté vous aussi à un excès de pouvoir bureaucratique où vous appartenez à la fonction publique et vous estimez que vous-même vous essayez de faire au mieux et qu'à l'intérieur même de votre administration, cette bureaucratie vous empêche d'être un bon fonctionnaire. Vous nous appelez au 0826 300 300. Emmanuel Galasso prendra votre appel et Frédéric Masquelier participera et discutera avec vous de cet enjeu essentiel. À tout de suite sur Sud Radio. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Vous êtes bien sur Sud Radio, il est 13h33, la parole est à ceux qui nous écoutent dans cette France, dans tous ces états, qui reçoit Frédéric Masquelier, maire de Saint-Raphaël, avocat, auteur de Anatomie de la bureaucratie aux éditions du Cerf, pas du fer, c'est dur comme le fer. C'est un document politique, c'est un document économique également.
Et c'est un document sociologique parce qu'il nous explique à travers vous passez au prisme, Frédéric Masquelier, la bureaucratie française, la haute et la grande et la petite administration. Et vous vous rendez compte qu'un outil aussi formidable, parce que c'est un outil formidable quand il est mal géré, quand il n'est pas contrôlé, et quand il finit par en faire casse la tête, il mène le pays dans le mur. Et on a vu quelques exemples tragiques, notamment ceux que l'actualité nous a relatés. Magistrature, gendarmerie, la bureaucratie a pas bien fonctionné. Et ça s'est fini de façon absolument épouvantable. Nous sommes en ligne avec Sophie qui nous appelle de Béziers. Bonjour Sophie. Bonjour messieurs, Perico, bonjour monsieur le maire. Bonjour. Et avocat. Voilà, oui. Voilà, donc Sophie, vous êtes une citoyenne de la République française qui vivait aussi avec l'administration. Je ne sais pas si vous êtes vous-même, vous avez travaillé dans l'administration, ou si vous avez quelquefois affaire à l'administration. Vous l'avez subi. Voilà. Et vous dites, et vous nous faites part de votre avis, qui est une remarque pertinente. Ce n'est pas un manque de moyens, mais un manque de bon sens, qui donne l'impression d'être écrasé par la bureaucratie. Dites-nous en plus, Sophie, sur cette impression. Bon, déjà une pensée pour cette petite et pour les manquements à ce que notre pays peut faire, parce que il y a des sujets probablement graves, mais celui-là c'est le plus grave. Évidemment. Et voilà. Mais in fine, ce que je vais raconter, en essayant d'être courte et précise, c'est que non, la justice ne fonctionne pas, et en tout cas, elle fonctionne peut-être plus, ou est-ce qu'un jour a-t-elle vraiment fonctionné? Moi, je suis dans une affaire depuis 12 ans. J'ai été encore en audience il y a une semaine, 4 fois reportée. Pour une broutille, c'était une question d'urbanisme. Monsieur le maire, vous devez savoir ce que sont les questions d'urbanisme, d'une complexité terrible, l'État, la DDTM, le machin, enfin bon, on n'en sort plus. En fait, je me pose une question maintenant au bout de 12 ans, parce que notre affaire, elle dure depuis 12 ans. Je me demande si la justice est là pour faire gagner ou perdre quelqu'un. Je pense plutôt qu'elle est là pour maintenir un système. Parce que moi, maintenant, quand je rentre au tribunal à Béziers, par exemple, pour pas le citer, j'ai l'impression, écoutez, de faire manger la juge, de faire manger la secrétaire, de faire manger le vigile, de faire manger la femme de ménage. Voilà, et on alimente ça. À Béziers, dernièrement, maître, enfin, je sais pas si on dit monsieur le maire, maître et Perico, parce que c'est vraiment, on a jugé quelqu'un, parce qu'un chat allait pisser chez la voisine, quoi. Oui. Voilà. Affaire de voisinage. Le procès a duré 5 ans. Et des expertises, des caméras, des machins, tout le monde. Et ça n'en finit pas. Moi, j'y suis pour une affaire d'urbanisme, quelqu'un qui a été condamné par le tribunal avec un permis annulé, qui a continué. Donc, c'est le préfet qui s'en est mêlé. Mais je vous assure, et là, dernièrement, l'audience, je n'ai pas pris d'avocat. Et je suis allée plaider moi-même. Écoutez, à la fin de ma plaidoirie, la juge m'a dit, madame, je vous remercie pour vos explications claires. Parce que moi, j'ai pas un charabia d'avocat, je noie pas le poisson, je suis allée à l'essentiel, et j'espère, j'ai un délibéré le 31 juillet, j'espère que cette présidente de tribunal aura le bon sens. Oui. Voilà. Est-ce que vous estimez pour autant, Sophie, que vous êtes victime, parce que là vous êtes confrontée à une situation judiciaire complexe. Vous estimez qu'il y a un effet bureaucratique là-dedans, à quel échelon? Alors attendez. Premièrement, le tribunal administratif a suspendu une décision de permis de construire, un arrêté dont elle a suspendu le permis, elle l'a annulé. Donc, on est allé au tribunal administratif, puis de là, il a fallu faire une requête auprès du tribunal civil. Le tribunal civil, comme ça durait pas assez, ils ont décidé une expertise. L'expertise a duré 6 ans. Dans notre cas, c'est carrément... Donc, on a fait rentrer le charpentier, le maçon, l'État, tout le monde est là. Et puis là, maintenant, vous savez quoi? C'est tellement long que la partie adverse demande de la prescription. J'ai compris. Non, mais c'est un cas de figure, c'est un cas de figure très précis. J'écris un livre, je l'enverrai à Sud Radio. Il faut arrêter. Frédéric Masquelier, il y a des procédures judiciaires là liées quand même à des dysfonctionnements ou des contrariétés administratives qui fait qu'une affaire comme celle de Sophie n'aboutit jamais, quoi. Oui, parce que vous avez aussi de plus en plus de textes et de normes. Lorsque Bonaparte a arbitré pour le Code civil,
Il disait lui-même qui est un grand texte, qui est un très grand texte. Et il était présent. Il était présent notamment pour élaguer toute une série de débats juridiques, parce que avant la Révolution, c'était quand même complexe aussi, le système juridique, puisqu'on avait les provinces, on avait également une multitude de textes pour avoir quelque chose de très clair, avec des principes qui étaient simples. Là, c'était on est responsable de son fait, il faut respecter les contrats. Donc, vous voyez, c'est à peu près la base du Code civil. Aujourd'hui, c'est effectivement quand vous avez 400 000 normes, quand vous avez de nombreux textes qui vous permettent de bonne ou de mauvaise foi, d'ailleurs, d'avancer des arguments lorsque vous devez échapper à vos obligations. Vous avez tellement de procédures devant les tribunaux qu'on a aussi des décisions qui vont mettre des années afin d'émerger. Vous avez des gens qui vivent du système aussi, ça on oublie trop souvent de le dire. Je vais peut-être pas me faire des amis auprès de mes confrères, mais les avocats participent à la bureaucratie. C'est les cabinets de conseil qui vous font des audits aussi en permanence. On suscite la création d'une affaire qui va rapporter évidemment un peu d'argent, et là où on aurait pu le régler de façon assez à l'amiable, j'allais dire plus simplement, eh bien on va aller sur une procédure coûteuse et longue. C'est pour ça que vous avez des processus qui commencent à être mis en place et qui sont bien, comme la médiation. Comme toutes ces procédures de conciliation, on constate qu'au lieu de passer 12 ans pour avoir une décision de justice qui est très imparfaite, si on prend l'exemple de cette dame, il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Et donc la question de la saisine permanente et pour rien, c'est l'exemple qui nous a été donné, ça pose un vrai sujet. Est-ce que tout le monde doit avoir accès à la justice? En plus, lorsque vous avez des gens qui sont leurs avocats payés par l'État avec un bénéfice d'aide juridictionnelle, donc pour eux, c'est en quelque sorte open bar, c'est pour pouvoir multiplier les recours, et donc ça mériterait quand même une vraie réflexion sur le chemin à suivre pour avoir des voies de recours et des procédures qui soient totalement efficaces. Il y avait autrefois une institution qui s'appelait le juge de paix, qui a été supprimée, mais qui permettait d'éviter d'aller devant le tribunal, et souvent, 6 ou 7 fois sur 10, le litige était réglé de cette façon par un juge de paix. Nous avons Bernard qui nous appelle de Clermont-Ferrand. Bonjour Bernard. Bonjour Perico, bonjour à votre invité. Voilà, Frédéric Masquelier. Bernard, vous êtes aussi quelqu'un qui est confronté à l'administration. Vous avez travaillé dans la fonction publique, ou vous connaissez des situations un peu, j'allais dire, un peu complexes par rapport aux faits? J'ai connu des situations complexes, mais là, je voulais dire que le plus ancien exemple de démocrature, pas démocrature, bureaucrature. On en a parlé l'autre jour de démocrature. C'est vrai aussi qu'il y a la démocrature, la fausse démocratie. Là, la bureaucrature, c'est la vraie dictature bureaucratique. Alors, exactement, mais la vraie dictature bureaucratique, elle existe depuis très longtemps, depuis moins 700 avant Jésus-Christ, c'est la monnaie. Oui, bien sûr. Quand on n'a pas de monnaie et qu'on refuse de reconnaître le chef qui a écrit sur la monnaie en général, on est exclu de la vie sociale. C'est une lecture, c'est vrai. Avec le pass vaccinal. Oui. Enfin, je mettrai sur un secteur différent le pass vaccinal qui a quand même sauvé des vies, même si on peut considérer à un moment donné qu'est-ce que tous les confinements de cette ampleur-là étaient justifiés. On l'a su qu'après, qu'on aurait peut-être pu être un petit peu plus souple. Mais en tout cas, la monnaie, est-ce que la monnaie, Frédéric Masquelier, est source déjà de bureaucratie? Dès la formation de l'État, à partir du moment où on ne vit plus dans une tribu, mais que vous vivez dans un État, il faut bien entendu une structure. Les pharaons l'avaient bien compris. Sans les scribes, nous n'aurions pas de pyramide, et l'Égypte n'aurait pas été pendant plus de 3000 ans ce qu'elle a été. Rome l'a parfaitement compris. Charlemagne l'avait aussi compris. C'est pour essayer d'unifier avec un même langage. François Ier, à travers... donc on voit bien toute la construction de l'État. Mais ce qui a changé quand même depuis un siècle et demi, c'est que l'État n'est plus seulement au service du souverain, mais l'État est au service des experts, dans la mesure où on considère, et tout ça c'est documenté, c'est théorisé, que l'État doit être efficace, l'État doit prendre des décisions qui sont réfléchies, et l'État doit être rationnel. Et c'est cela qu'on voit apparaître avec des décisions qui sont censées être rationnelles, même si elles heurtent le bon sens, qui doivent fonctionner sur des mécanismes de probabilité, maintenant, si on prend la question de l'IA, alors que l'humain
est un être improbable. Donc c'est-à-dire que, et c'est là où on voit parfois des apories formidables, des contradictions. C'est entre des décisions qui sont censées obéir à toutes les règles, et d'ailleurs c'est ce que vous dit la plupart du temps, lorsqu'il y a un problème, on vous dit on a respecté les règles, on a respecté les procédures, mais ça ne correspond pas à la réalité, parce qu'on voit bien que la réalité n'obéit pas seulement à un principe de rationalité. L'être humain, c'est autre chose. Mais c'est vrai, et là où Bernard a raison, c'est vrai que ça remonte à la nuit des temps. On voit bien en Égypte, vous avez parlé de scribe, Frédéric Masquelier, on sait qu'il y a des pharaons dont le pouvoir a été contredit par l'association des scribes et des prêtres. Je pense au père de Akhenaton, le père de Toutankhamon. Voilà, et si ça ne convenait pas à la haute administration qui tenait les rouages par l'écriture, hop, le pharaon avait un accident de santé où il disparaissait. Donc c'était les patrons, c'est pour ça que c'était aussi des esclaves, parce que c'était au moins la garantie pour le pharaon, oui, que celui qui dirigeait, en fait, n'allait pas prendre sa place. Donc, mais les intrigues étaient déjà les mêmes, et on voit qu'avec un rouleau de parchemin et une plume, on pouvait renverser ou en tout cas entraver la bonne marche d'un régime. Je suis avec Frédéric Masquelier, je reçois le maire de Saint-Raphaël, avocat, auteur de l'anatomie de la bureaucratie aux éditions du Cerf. Nous dissertons depuis 3/4 d'heure maintenant sur les méfaits. On aurait préféré dire les vertus de la bureaucratie. On en discute des méfaits parce que ils vont certainement s'aggraver et sont déjà en train de s'aggraver avec la présence de l'intelligence artificielle. J'allais dire, c'est un démultiplicateur de nuisances qui va évidemment, qui peut arranger certaines situations, mais qui va aussi en aggraver d'autres. Vous continuez à nous appeler au 0826 300 300. Emmanuel Galasso attend votre appel. On ouvre, alors c'est le dernier quart d'heure, monsieur le maire, là on ouvre à l'actualité en temps général, mais je pense que si vous restez avec nous, vous serez tout à fait habilité à pouvoir répondre à ces gens qui nous appellent ont envie de vous poser comme question sur l'actualité. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Vous êtes bien sur Sud Radio, en ce lundi 8 juin, il est 13h48 et ceux qui nous appellent ont droit à la parole. Vous avez toujours droit à la parole puisque Sud Radio, c'est la radio du Parlons Vrai et de 13h45 à 14h, eh bien c'est, j'allais dire, le forum de la libre pensée. Vous pouvez commenter, vous pouvez aborder toutes les questions qui vous plaisent. Guy nous appelle de La Farlède, dans le Var justement. Bonjour Guy. Oui, bonjour monsieur Perico. J'ai un autre Varois à côté de moi dans le studio qui est le maire de Saint-Raphaël. Voilà. Oui. De quoi vous voulez nous parler, Guy? Bonjour. Eh bien, écoutez, déjà, je vais vous dire, monsieur Perico, je suis très heureux que vous ayez rejoint l'équipe de Sud Radio, où il y a des journalistes exceptionnels. Même chacun a ses opinions, mais les journalistes sont exceptionnels. Et je pense que c'est un honneur pour Sud Radio de vous avoir parmi eux. C'est un honneur pour moi d'y être. J'y suis très heureux et effectivement, Patrick Roger assure une liberté de parole sur cette antenne qui nous permet de parler de tout avec tout le monde, dans le respect, bien sûr, des valeurs républicaines et démocratiques. Oui. Mais c'est ce que j'appelle une vraie radio libre et je peux vous dire que c'est un plaisir d'y collaborer. Merci pour vos compliments mais je retourne aussi à ceux qui nous écoutent, qui sont toujours des gens qui nous stimulent et qui nous rappellent à l'ordre quelquefois. Guy, quelle est la raison de votre appel? Qu'est-ce qui vous chagrine ou qu'est-ce qui vous rassure dans l'actualité? Alors, je vais vous dire des choses qui chagrinent. Il y aurait de quoi parler toute une journée. On peut faire toute une émission, ça c'est pas un problème. Voilà. Mais moi, j'entends parler de monsieur Mélenchon. Et c'est assez particulier parce que cet homme, on le laisse parler à tort et à travers, et il dit beaucoup d'inepties sans jamais être inquiété. Il fait des débordements pires que ce que monsieur Le Pen a pu faire. Et avec ce qui se passe actuellement avec la justice, qui est très largement à gauche, on se dit il a sûrement un soutien dans ce milieu-là, parce que c'est quand même impossible que ce gars-là ne soit jamais inquiété. Lui et c'est toute l'équipe qui est autour de lui au niveau de l'FI, qui tiennent des propos mais qui sont scandaleux sur beaucoup de domaines. Après, ils disent des choses qui peuvent être très bien, mais toujours dans une certaine violence d'expression qui est avec des débordements que je trouve déplacés. Voilà. Et j'en ai déjà parlé plusieurs fois avec Françoise Degois, qui m'avait dit au départ, et puis j'ai entendu ce matin qu'elle change un petit peu, quand même elle reconnaît qu'il va
beaucoup trop loin dans ses façons de s'exprimer. Alors voilà. Guy, on vous écoute Guy, bien sûr, et nous partageons en grande partie votre impression. Jean-Luc Mélenchon est un homme politique expérimenté, il a été sénateur, il a été ministre, personne ne nie son intelligence, sa culture, sa connaissance parfaite de la politique française. Voilà, ne vous étonnez pas qu'il puisse mesurer le seuil du débordement qu'il ne faut pas franchir pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Je me souviens de la formule de Laurent Fabius parlant de Jean-Marie Le Pen, il pose de bonnes questions auxquelles il apporte de mauvaises réponses. Et là, vous êtes en train de nous dire, Jean-Luc Mélenchon pose de mauvaises questions auxquelles il apporte de mauvaises réponses. Pour autant, il est toujours, il a le droit à la parole. C'est un leader politique qui représente une partie quand même du peuple français, de l'opinion française. Son discours est construit. On peut ne pas être d'accord ou pas. Cela dit, la démocratie et la République font qu'il fait partie du paysage politique, même si ça ne nous plaît pas et même si certains de ses propos peuvent heurter Frédéric Masquelier. Je pense que voilà, ça fait partie du débat démocratique, même si on est quelquefois un peu choqué ou outré par certains propos de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise. Oui, mais il agrège quand même sur la haine des autres avec un discours qui est très construit et qui est très réfléchi. On voit, c'est une haine anti-flic dans un premier temps. Oui. Donc il y a quelques millions de personnes qui en France n'aiment pas la police, donc il pourrait récolter un nombre de voix important. Ensuite, ça marche d'ailleurs cette dialectique. Ça marche évidemment. Ensuite, vous avez évidemment la haine d'Israël qui est également portée avec un calcul extrêmement cynique, en se disant je vais pouvoir avoir une très forte assise dans l'électorat musulman. Évidemment, c'est aussi un élément qui sensibilise beaucoup de gens. C'est évident, il doit s'en moquer totalement de ce qui se passe là-dedans, mais c'est pour essayer de fédérer un électorat musulman dans lequel il a eu près de, je crois, 75-80% des voix, ce qui interpelle tout quand à même fait, mais c'est très net. sur le fait que c'est un discours qui est mobilisateur, fédérateur. C'est la haine des riches, on ne sait pas très bien ce qu'on met dedans non plus. C'est la haine de toutes les institutions, et il espère fédérer, mais on l'a vu dans l'histoire des dictatures, de fédérations d'énergie négative qui portent au pouvoir à un moment donné. Et donc c'est un calcul très dangereux qui doit être dénoncé avec la plus grande vigilance. Alors, c'est un combat à mener. Justement, nous avons Jovan. Bonjour Jovan, qui nous appelle de Chilly-Mazarin. Bonjour. Vous, au contraire, vous avez été époustouflé par le discours de Mélenchon à Saint-Denis. Bon, on peut être que époustouflé quand on aime l'humanité, quand on aime les valeurs qui font celles de la République, qui sont liberté, égalité, fraternité. Oui. Aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'on vit dans un pays où on a des libertés accrues, où on peut s'exprimer librement. J'entends votre invité dire la haine d'Israël, c'est complètement faux. C'est pas la haine d'Israël, c'est la haine d'un gouvernement d'extrême droite qui perpètre aujourd'hui un massacre à Gaza en 4K et filmé en direct. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que vous voulez de plus? Il faut pas être musulman pour avoir un cœur aujourd'hui. N'importe quel humain sur Terre voit ce qui se passe. Oui. Ensuite, la haine des flics. Non, pas du tout. On veut une police qui soit proche de l'humain, qui soit à l'écoute, qui soit bienveillante. Aujourd'hui, quand je vois des arrestations au faciès et littéralement des policiers violents, on ne sait même pas ce qui amène à cette violence, quoi. Donc voilà. On a compris. Frédéric Masquelier, haine d'Israël. Oui, c'est la haine d'un gouvernement, mais qui a pu quelquefois engendrer des propos antisémites. C'est ça que vous vouliez dire, ça, quand même. Oui, et puis tout l'entourage, Aymeric Caron, Rima Hassan et David Guiraud, enfin et beaucoup d'autres. Donc on n'a jamais entendu de dénonciation de M. Mélenchon, mais c'est justement une espèce d'ambiguïté permanente qui lui permet très souvent de faire un petit pas en arrière après avoir balancé une grenade. Voilà. Donc on recule un petit peu pour dire non, vous voyez, etc. On travestit mes propos. Donc c'est une rhétorique. C'est quelqu'un d'extrêmement brillant, et c'est parce qu'il est brillant qu'il est dangereux. Et on l'a vu aussi dans l'histoire des dictateurs qui parlaient bien avec une excellente rhétorique. C'est depuis l'histoire de la démocratie que ça existe. Pour autant, Frédéric Masquelier, il est quand même pour l'instant dans l'arc républicain, Jean-Luc Mélenchon. Ça, jusqu'à nouvel ordre. Il se présente aux élections. Donc effectivement, il n'est pas dissous, donc c'est un droit. Mais dans l'arc républicain, c'est aussi notre devoir
de le combattre. Oui, enfin, il ne remet pas en cause la République ni le suffrage universel, mais... Non, mais si ces idées sont appliquées, il faudra voir avec quels moyens, dans la mesure où je pense qu'une très nette majorité de la population n'en veut pas. Et donc, à partir de ce moment-là, concrètement, ça ne pourrait se faire qu'avec évidemment une restriction très forte des libertés. Nous avons 1 an pour en savoir davantage, et je pense que pendant ces 12 mois, beaucoup de choses vont se passer. Merci à Jovan de nous avoir appelé de Chilly-Mazarin, on comprend tout à fait sa position. Merci Frédéric Masquelier d'avoir été en direct avec nous en studio sur Sud Radio. Je vous laisse en compagnie de Brigitte Lahaye qui va nous parler d'une bureaucratie beaucoup plus sentimentale, qui est celle des sentiments, et je vous donne rendez-vous à demain sur Sud Radio, bien entendu. Passez une bonne journée. Merci. Midi 14h, la France dans tout.